Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la transformation numérique. Donc la semaine de la transformation numérique est organisée par la Mêlée et plus spécifiquement par le pôle Transfonum. Ça a pour objectif de sensibiliser les TPE-PME à leur numérisation, aux bonnes pratiques de leur numérisation. Mais également, on propose des accompagnements qui sont donc sous forme de coaching via l'opération Tous en ligne maintenant. C'est destiné aux TPE-PME qui existent depuis plus de 2 ans et qui ont réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables. Également, jeudi, on propose des rendez-vous de la sécurité numérique qui auront lieu à Nova Mêlée à Toulouse et à la CPME à Montpellier. C'est des rendez-vous qui sont faits en présentiel et qui sont animés par nos experts en cybersécurité. Donc pour rappel, le webinaire est enregistré. Vous aurez un replay qui sera disponible sur YouTube. Je vous invite à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay. Merci également de penser à couper vos micros pour que les interventions soient plus fluides pour tout le monde. Si vous voulez poser une question, vous aurez la possibilité à la fin du webinaire soit de lever la main ou alors de poser vos questions directement dans le chat et on fera remonter aux intervenants les questions. Donc, pour cette semaine de la transformation numérique, on a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de sensibiliser les entreprises donc via des événements comme la semaine de la transformation numérique qui a lieu une fois par an ou les déjeuners de la Transfonum qui sont un lundi sur 2. Le prochain déjeuner de la Transfonum sera lundi prochain. Il sera animé par Philippe Bressolin. Vous pouvez retrouver le détail de son intervention sur l'agenda. On organise également des rendez-vous de la sécurité numérique, donc en présentiel. On va en faire au moins un par département. C'est en partenariat avec la commission sécurité, Cyberrock et Oxymore. Et fin septembre, vous pouvez retrouver donc, le Festival du numérique, la Mêlée numérique, qui sera en hybride, à la fois au Quai des Savoirs à Toulouse et également donc en ligne. C'est une semaine de conférences, de tables rondes, d'ateliers qui ont pour thématique commune le numérique. Notre deuxième grand objectif, c'est de vous accompagner dans votre numérisation. Donc via nos coachings Tous en ligne maintenant, c'est une opération qui est en cours jusqu'en octobre 2022. C'est 100% financé par BPI France, donc encore une fois à destination des TPE-PME qui existent depuis plus de 2 ans et qui ont réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables. On propose également des mises en relation selon vos besoins. Il suffit de nous contacter à l'adresse transfonum@lamêlée.com. Et pour tout ce qui est formation, emploi, on organise des jobsticks. Donc là, ça peut être notamment à destination des étudiants. Si vous êtes intéressé pour travailler dans le secteur du numérique, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Vous pouvez consulter toutes les offres de la région sur le Hub Entreprendre et sur le portail France Relance Occitanie. Donc voilà, on va vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez les consulter. Donc, le webinaire de cet après-midi a pour thématique organisation et process. Et je vais laisser la parole donc à Maxime pour enclencher cette présentation. Et puis, je vous retrouve à la fin du webinaire. Très bon webinaire à tous. Bonjour, donc Maxime Lecourt d'Occitanie Numérique. Donc déjà, merci à la Mêlée et à Élise pour l'invitation. Donc, hop, voilà. Donc moi, je fais du conseil en transformation numérique. Je parle parfois de facilitateur numérique, parce que toutes les entreprises aujourd'hui, même un menuisier ne peuvent plus se passer du numérique. Aujourd'hui, tout le monde utilise le numérique pour gérer ses commandes, pour gérer ses rendez-vous, et ça peut prendre des heures tous les jours, voire chaque semaine. Donc, je vais vous présenter en fait quelques cas concrets d'optimisation, qui existent en sachant que toute, l'activité administrative d'une entreprise peut être automatisée. Heu, il suffit d'y mettre, le temps et les moyens. Donc cas concret, les mails. Par exemple, si je prends ma boîte mail, donc j'ai un dossier La Mêlée, tous mes mails qui viennent de quelqu'un
lamêlée.com se range automatiquement dans le dossier de la mêlée. Ça me permet quand j'ai besoin de chercher, par exemple l'invitation à un événement de la mêlée, de chercher, quoi que ce soit de la mêlée, je vais dans mon dossier la mêlée et je peux filtrer directement dans le dossier ou trouver, directement ce qui va. C'est directement le mail. S On peut faire plus que simplement, ranger des mails. On peut aussi donc, transférer, les pièces jointes à des destinataires. On peut ranger les pièces jointes. Par exemple, si vous gérez vos factures, que vous recevez toutes vos factures par mail, vous pouvez créer des fonctions qui permettront de ranger les factures directement dans les dossiers où vous avez rangé vos factures sur l'ordinateur. Voilà, c'est des petites actions. À terme, en final, c'est des toutes petites actions qui, vous font gagner, 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là, mais qui à terme représentent, beaucoup de temps. En particulier quand vous avez besoin de chercher un mail, dont vous ne savez plus s'il est rangé dans son dossier, s'il est toujours dans la boîte de réception, si par hasard vous l'avez supprimé. Avec tout ça, on supprime tout ce temps perdu en automatisant. Voilà. Donc autre exemple, d'automatisation, c'est la gestion des agendas. Donc aujourd'hui, on a souvent nos agendas en ligne, ils sont synchronisés entre, ils sont accessibles en ligne. On peut donc, y accéder via notre ordinateur, via notre smartphone, via une tablette. On peut les partager avec d'autres gens. Quand il est, bien configuré, on peut choisir de partager soit juste les moments où on est disponible, soit les détails des rendez-vous, par exemple avec votre conjoint, ou avec les collègues de votre équipe et vous pouvez multiplier les agendas au final, avoir un agenda pro, un agenda perso et donner des droits d'accès différents à différentes personnes. Donc ça permet aussi de gérer la prise de rendez-vous en ligne, donc surtout après le covid, maintenant vous connaissez tous Doctolib. Il existe des équivalents pour les entreprises. Vous pouvez gérer, heu, vous pouvez gérer 4, 5, 10 salles, utilisables par 25 personnes et créer donc un équivalent de Doctolib. Donc les gens se connectent tout simplement, sur un lien que vous leur fournissez. Ils choisissent le créneau où vous êtes disponible et derrière, tous ces créneaux disparaissent. Tout ça reste, tout ça permet de gagner du temps au final et de plus avoir à se poser la question de: «Est-ce que je suis disponible à telle date? Quelle est la disponibilité de telle autre personne?» Moi j'ai eu un client par exemple qui devait, ré à chaque fois que quelqu'un prenait rendez-vous en ligne, devait vérifier dans son agenda à elle si elle était vraiment disponible ou pas, parce qu'elle n'avait pas relié son agenda personnel à son agenda pro et des fois elle avait des clients qui prenaient rendez-vous, pendant des moments où, elle n'était pas disponible. Donc voilà, donc moi je vous en présente deux exemples donc, de logiciels qui permettent de prendre, des rendez-vous en ligne. Donc il y a vous avez Calendly ou Microsoft Bookings. Alors des logiciels, il y en a plein. J'en ai présenté juste 2 parce que ça suffit, pour les gens qui seraient intéressés, ça suffit pour, voir, ce qui existe. Voilà. Donc autre point que je voulais mettre en avant, c'est la gestion des stocks. Donc vous êtes une entreprise, qui crée. Vous avez à gérer vos stocks, donc là, alors je ne sais pas si on voit, c'est, une entreprise qui doit, produire, des bouteilles vu que qui doit produire, soit des jus de fruits, soit de l'alcool parce qu'on a des bouteilles, on a, des étiquettes, on a des bouchons et cette entreprise, doit gérer son stock. Donc l'entreprise, vous avez des logiciels qui permettent de faire ça, c'est-à-dire que vous rentrez vos fournisseurs, les prix des fournisseurs. À chaque fois que vous avez une commande, vous rentrez la commande et le logiciel va déterminer tout seul, si vous avez assez de stock, combien de temps, à l'avance il faut commander, la gestion, des temps de livraison. Bref, vous n'avez plus à vous poser la question de: «Est-ce que je vais avoir du stock pour les 2 prochaines semaines?» C'est un logiciel qui va gérer tout ça pour vous. Voilà. Donc voilà, donc le numérique, c'est un outil pour gagner du temps. Alors, je vous ai mis une petite, exponentielle, faite en quelques minutes sous Excel, donc effectivement, on peut
tout automatisé. Tout ce que vous faites avec un ordinateur, sur l'ordinateur, que vous faites à la main, peut être automatisé. Il se trouve juste qu'au bout d'un moment, ça commence à coûter très, très cher pour gagner très peu de temps. Mais pour la plupart des entreprises, vous êtes probablement quelque part par là, et il y a une marge de progression qui est probablement très grande. C'est-à-dire que pour un coût assez réduit, vous pouvez gagner du temps. Alors bon, je vous dis ça, hein, et le numérique, je vous ai parlé, donc je vous ai présenté des cas d'utilisation, j'ai envie de dire classiques, sur la vie de votre entreprise de tous les jours. Heu, donc il y a effectivement tous ces process, d'utilisation quotidienne, mais il faut aussi prévoir l'apprentissage et l'intégration des nouveaux employés, et donc c'est le moment où je vais passer la main, à Amélie, qui a pris le contrôle, et je vais, lui laisser la place. Bonjour, donc moi je m'appelle Amélie Gagné, je suis aussi consultante et experte à la mêlée et consultante ce qu'on appelle en solution de gestion. J'avais déjà fait des événements avec la mêlée il y a quelques semaines, là, si Constance, tu peux remettre le lien, autour de organisation et process. L'avantage de ce thème, c'est que c'est illimité dans le fait de creuser, de trouver des astuces et des bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus, un petit jeu amusant en prenant un cas concret d'exemple sur effectivement un process RH qu'on appelle le onboarding. Et l'idée de ces 15 minutes là sur lesquelles je vais vous dérouler ma partie, c'est de vous montrer qu'avec un process où au départ on n'est pas forcément conscient, où on n'a pas forcément envie d'investir sur le fait d'améliorer ou de creuser tout ce qu'on pourrait optimiser, sur un process qui représente un tout petit bout de l'activité de l'entreprise, en fait, on va s'apercevoir que, ben, au contraire, c'est sur l'ensemble de petits bouts comme ça que finalement on peut gagner du temps, gagner en optimisation en termes de temps passé, en termes de sécurité des manipulations, et que finalement c'est mis bout à bout toutes ces astuces qui vont faire que, au final, vous allez pouvoir faire de votre entreprise des efficacités plus robuste, on va dire, sur la plupart des tâches. Donc là, le jeu, c'est de partir de ce process bien spécifique qui est le onboarding pour vous montrer que effectivement, c'est un process idéal pour pouvoir voir qu'on peut faire des optimisations à la fois organisationnelles et digitales. Voilà, il n'y a pas que le numérique, mais on verra que dans ma partie, sur la partie process et organisation, tout ce qui est mécanique de répétition, identifier les mécanismes de répétition pour les éviter et les optimiser, peuvent aussi être intéressants, même si ça passe pas systématiquement par la mise en place d'un outil digital. Alors, si je reviens à cette thématique sur le onboarding, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? En fait, on voit par exemple que 20% des salariés quittent leur entreprise au bout de 45 jours. Donc ça, c'est un chiffre un peu choc qui montre que, ben, effectivement, il ne faut pas louper l'entrée et la bienvenue des futurs collaborateurs, puisque c'est pas parce qu'on les a trouvés que finalement ils vont rester. On a aussi le coût moyen d'un recrutement. Donc ça, c'est un exemple pour un cadre qui est entre 4 000 et 10 000 euros. Donc voilà, l'investissement qu'on fait pour trouver un nouveau collaborateur est quand même conséquent. Donc pareil, peut-être une envie de ne pas le louper et de faire attention à comment ça va se passer. Et puis un autre chiffre que j'aime bien, c'est le nombre d'étapes. Donc ça revient à cet exemple que je vous disais en introduction, comme quoi le onboarding pourrait passer un petit peu annexe en termes de tâches et de temps passé. Et en fait, vous allez voir qu'on comptabilise pour un bon process onboarding à peu près 150 tâches entre toutes les démarches de créer la fiche de poste, lancer l'embauche, recevoir les candidats, faire les accueils, créer les fiches, la jonction avec la paye, les formations, la commande de la machine, la création de leur compte. Voilà, donc tout ça, en fait, ça va se regrouper dans une multitude de petites tâches à faire que justement, on va pouvoir potentiellement optimiser et travailler. Donc, le onboarding, c'est l'ensemble justement de toutes ces tâches-là. Donc là, on en compte 150 dans l'exemple que j'ai donné, mais qui permettent d'accueillir un nouvel arrivant. Donc, depuis son recrutement jusqu'au premier mois, on va retrouver notamment énormément de choses sur la partie administrative, sur la partie matérielle pour lui commander ses machines, ses comptes, ses accès, ses badges, ses codes, voilà, toutes ces choses-là. La partie opérationnelle pour que ben, il prenne en main ses missions. Et puis, on a aussi une partie humaine hein, sur la formation, la présentation, l'intégration aux équipes, tous les différents entretiens qui vont avoir lieu jusqu'à un mois, 2 mois, 3 mois en fonction de la fin de la période d'essai. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va essayer d'analyser.
Alors, ce qui est à peu près génial dans toutes les tâches administratives, notamment le onboarding, c'est que vous avez déjà une multitude d'outils digitaux qui existent sur le marché. Alors, du coup, ça devient à l'extrême et un peu la jungle, hein. Donc, le meilleur des cas, c'est quand vous avez déjà un outil RH qu'on appelle SIRH, Système d'information de ressources humaines, qui engloberait déjà les payes, les formations, les absences, les notes de frais et qui contiendrait un module spécifique au onboarding sur lequel vous pourriez activer cette brique pour faire tout ce suivi d'accueil et de formation de vos nouveaux. Vous avez aussi des outils qui sont spécialisés que sur le onboarding. Donc, vous pouvez garder votre outil RH, par exemple, et connecter un outil spécialisé que vous trouvez sur le web en tapant outils d'onboarding. Vous en verrez un certain nombre. Et après, vous pouvez aussi faire du sur-mesure, c'est-à-dire que vous pouvez construire en fonction de vos besoins. Et ben voilà, quelles sont les étapes sur lesquelles il y aurait possibilité de mettre un outil ou pas. Donc, vous trouvez par exemple des outils qui sont dédiés à la CVTech. Donc, ça, c'est pour gérer l'ensemble de la réception de vos candidatures et de vos candidats avec les compétences qu'ils ont, les différents entretiens, le stockage des CV. Donc, voilà, donc ça fait une intelligence un peu plus fine dans tout le tri. C'est vrai que quand on part, par exemple, d'une gestion des CV par mail, on se retrouve des fois à faire venir plusieurs fois le même candidat, on s'en rappelle plus, on s'en rend plus compte. Voilà. Donc là, le fait d'avoir une CVTech va vous permettre de structurer comme une bibliothèque, un gros dictionnaire avec tous les CV que vous auriez reçus sur l'ensemble des postes que vous avez ouverts. Vous avez aussi des liaisons très intéressantes avec les plateformes de publication d'offres, ce qui fait que quand vous publiez une offre, elles sont par exemple en ligne directement sur la PEC ou sur les différents sites de recrutement. Et donc, l'intérêt d'avoir cette connexion, c'est que quand les gens vont postuler en ligne, ben, automatiquement, ça va alimenter votre CVTech ou votre outil. Et donc, vous récupérez en temps réel ben, toutes les nouvelles demandes, tous les nouveaux CV qui sont déposés. Et vous êtes en lien avec ces plateformes qui restent visibles sur le net. Vous avez donc ça, vous connaissez tous hein, l'engouement avec le télétravail, mais de plus en plus l'utilisation de la vidéo pour les recrutements. Sachez que ça se fait beaucoup, par exemple, pour des postes de formation où on va même vous demander d'enregistrer une présentation qui remplacera votre CV, d'envoyer cet enregistrement. Donc, la visio devient en fait un support enregistré et qui sert à la place d'un CV. Et puis, ça vous permet voilà, de limiter les déplacements. Quand vous voulez recruter des gens qui viennent de loin, plutôt qu'ils se déplacent pour une première heure, 2 heures, les premiers rendez-vous, vous les faites en visio avant de faire votre présélection et de les contacter après, de les faire venir en réel. On a aussi, donc Maxime a parlé des mails là. On peut aussi fabriquer des modèles de mails tout prêts pour quand vous avez des listes de pièces jointes ou quand vous avez certaines choses à demander, plutôt que systématiquement vous reposer la question, voilà, comment je me présente, comment je signe, quelles sont les pièces à demander. On peut fabriquer des modèles qui sont après très utiles à réutiliser. Le fait d'utiliser des agendas avec des relances, on oublie souvent les fins de période d'essai. Si jamais on les dépasse, forcément après, on se retrouve dans des obligations qui sont plus celles qu'on voulait avoir. Donc attention avec ces urgences et ces dates de délai. Donc l'astuce de ça, c'est de créer des alertes et de mettre à jour les agendas. Donc pareil, ça peut se créer en automatique et ça peut s'inclure dans des outils. On a aussi tout ce qui est suivi de tâches, hein. Rappelez-vous le chiffre des 150 tâches. On peut faire des outils plus spécialisés dans le suivi de tâches. Alors, il y a des Trello, Asana, Monday, tous ces outils-là qui vont vous permettre de cadencer en fait tout l'enchaînement et de dire une fois qu'il y en a une qui est finie, par exemple le fait d'avoir créé son adresse mail, vous pouvez passer à la tâche d'après, qui est qu'avec ce compte-là et ce mail-là, vous pouvez lui déclencher l'envoi d'un message avec ses codes d'accès pour la porte d'entrée, ses codes d'accès pour entrer dans le CRM, dans les différents ERP. Voilà, tous des exemples de suivi de tâches. Alors des choses un peu plus ludiques, on retrouve pour l'intégration par exemple, des choses qui sont comme les assistants virtuels. Donc ça, c'est des outils un peu sympas où vous avez des petits avatars qui prennent le relais et qui font que la personne qui est nouvellement arrivée peut poser des questions en disant comment je fais pour retrouver telle info. Et donc, il y a une intelligence artificielle intégrée qui permet de repérer les mots-clés de la question et par exemple de rediriger sur le lexique pour que la personne qui vient de poser la question puisse avoir accès de façon un peu ludique à une base de connaissances ou à une réponse à des questions. Donc, ça ne fait pas tout, mais voilà, ça permet de soulager un petit peu ces tâches-là et d'identifier les questions récurrentes qui reviennent, qu'on peut traiter sous forme d'assistant virtuel. Il y a après donc des intranets ou des GED qui sont des portails qui permettent en fait aux gens
de déposer leurs coordonnées, renseignements sur la famille, pièces d'identité, permis de conduire, voilà, toutes les pièces qui vont permettre d'être échangées. Le fait d'avoir un portail, plutôt que ce soit les services RH qui s'occupent d'aller collecter toutes ces infos-là, vous avez une page dédiée pour les nouveaux, chacun reçoit son compte et chacun est autonome pour aller mettre à jour ses fiches. Donc, vous partagez un petit peu le travail et le futur salarié et utilisé, entre guillemets, pour venir aider à alimenter sa fiche et soulager les services administratifs. La partie jet, donc c'est le stockage des documents. On peut le coupler aussi avec des outils de type coffre-fort numérique qui permettent vraiment de sécuriser les éléments que vous allez échanger. Alors, au départ, c'est effectivement les diplômes, les pièces d'identité. Et puis après, quand la boucle avance un peu, ça peut être voilà, tout ce qui est salaire, fiche de paye, contrat. Voilà, tout ça, c'est des outils qui viennent renforcer les outils à dispo de ce fameux onboarding. Des choses que j'aime bien aussi en termes de formation, on sait très bien que l'accueil des nouveaux, ça va passer par énormément d'étapes et d'accompagnement dans la formation, ce qui peut être très lourd pour les autres managers, hein, le fait de devoir répéter et de faire en sorte que les gens sont vraiment vite au niveau pour pouvoir être autonomes sur leurs différentes tâches. Donc, il y a énormément de logiciels qui existent où on peut mettre à disposition des e-learning, des tutos en fait qui sont enregistrés par avance, que la personne va pouvoir accéder au fur et à mesure de son parcours. Alors peut-être la première semaine, elle va regarder tout ce qui est consignes de sécurité, charte graphique, charte informatique, voilà, plein de ce type de tutos. Et puis après, peut-être des choses un peu plus poussées sur comment manipuler tel outil qui est spécialisé, comment réaliser telle tâche dans la société. Et donc, le fait de les avoir enregistrés, ça prend un peu plus de temps au départ par les concepteurs. Et puis, au final, quand les enregistrements sont prêts, qu'il y ait 1, 2, 3 ou 15 nouveaux, tout le monde va bénéficier de ces enregistrements déjà prêts pour, à son rythme, se former dans la structure. Et puis, en ce moment, il y a des choses un peu plus à la mode, ce qu'on appelle l'immersive learning. Donc ça, c'est un peu pareil, hein, c'est aussi des formations, mais la personne qui va être formée joue un espèce de rôle. Alors, je parlais tout à l'heure des avatars, ça rejoint cette idée d'avatar, où finalement, au lieu de le mettre en position statique d'apprentissage, elle vient intégrer la formation comme un personnage qui serait intégré dans une histoire sur laquelle on lui pose des questions et voilà, ça devient immersif dans le sens où on essaye de la mettre le plus possible en situation. Du coup, les questions qui sont posées sont vraiment en fonction du parcours qu'elle a déjà commencé. Donc, ça fait une interaction beaucoup plus intense qui fait que la personne a beaucoup plus de facilité à être formée, à se former. Voilà des exemples d'outils. Donc, vous voyez la complexité avec ce que disait Maxime aussi, le fait que quand après on arrive avec énormément d'outils, les coûts peuvent être évolués. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est la difficulté de créer des interconnexions entre eux. Donc, il faut quand même se poser, le faire de façon réfléchie, peut-être y aller par étapes, bloc par bloc, ne pas faire tout d'un coup. Mais en tout cas, sachez que c'est infini, parce que là, j'ai même pas mis tous les outils possibles, mais que ça peut être infini en termes d'optimisation par la digitalisation sur ce type d'étape. Je voulais aussi vous partager du coup une astuce que je pourrais vous donner sur le fait, on parlait du thème et du titre de ce webinaire qui s'appelle organisation et process. Et pour moi, effectivement, l'astuce, c'est bien de combiner les deux. Donc là, je parle d'un autre vocabulaire avec outils et méthodes. Et donc, je vous ai mis un exemple de tâches qui sont à faire dans n'importe quel ordre, mais on voit que l'idée, c'est d'aller piocher à son rythme avec peut-être un peu de digital et un peu de présentiel pour mixer les deux, essayer au maximum de découper en étapes, que ce soit de façon papier ou avec des outils. Un des points clés aussi, c'est identifier les tâches administratives qu'on appelle à faible valeur ajoutée, qui prendraient beaucoup de temps, qui sont très répétitives, et qui n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un de vos équipes qui passe du temps à faire ça. Donc, dès qu'on a identifié ça, forcément, on peut voir s'il y a un outil qui peut remplacer et libérer ces personnes pour travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On parle aussi de cadencement dans le temps, donc des outils comme l'agenda ou les suivis de tâches vont vous permettre de donner une vision pour pouvoir dire où on en est avec une phase de progression, des états d'avancement, ce qui est très motivant pour les gens de savoir où on en est, qu'on a atteint l'étape 3, 4, 5 sur 10. Voilà, on voit qu'on progresse, qu'on avance, qu'on est de plus en plus introduit, on va dire, dans la structure. Tout ce qui va être suivi visuel
et très ludique et très parlant. Donc ça, c'est pareil, c'est une combine pour essayer de dynamiser au maximum ces parcours qui peuvent être très longs. Et la dernière astuce, c'était ce que j'appelle le pré-boarding. Donc tout ce que vous pouvez préparer à l'avance permet en fait de faciliter la tâche. Donc même avant que les personnes arrivent, commencer à récupérer les pièces d'identité, leur diplôme, savoir si, ils ont déjà telle ou telle formation. Enfin voilà, tout ce qui peut, être fait en avance permet d'étaler la surcharge pour que le moment venu de son arrivée, on se concentre plus sur les choses qui vont être intéressantes de découverte de la structure, par exemple la visite des locaux, ces formations, toute autre tâche, qui vont suivre. Alors, la slide après, ça peut vous montrer que finalement, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a vu toutes ces optimisations possibles, et ben de se dire, ben voilà, moi, PME, effectivement, ben, peut-être qu'il y a plein de choses là que j'entends et qui me touchent et qui me concernent parce que j'ai aussi ces mêmes problématiques-là. Donc, comment je fais, par où je commence et quelles sont la mécanique pour mettre un premier pied dans le système et avoir envie d'essayer de regarder comment se positionne chaque structure. Donc là, je vous ai découpé en 5 étapes, une sorte de fil d'Ariane pour savoir, par quoi j'attaque et comment je fais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par faire, des analyses de l'existant. Il faut toujours partir de votre situation déjà pour, poser peut-être, des indicateurs sur le nombre de recrutements que vous avez, le temps qu'il faut pour qu'une personne soit, vraiment opérationnelle. Travailler sur le turnover aussi, voir si les gens partent ou pas. Donc poser la situation actuelle. On peut faire ça par des audits. J'aime bien aussi les interviews, les séances de vie ma vie où chacun va voir dans le service de l'autre un petit peu comment ça se passe. Tout ça pour faire un premier bilan de où sont les points rouges, où sont les tâches les plus coûteuses. Et l'idée, c'est qu'à partir de ça, on dessine ce que j'appelle une cartographie. Donc avec des flux et des schémas très visuels, on essaye de dire ben voilà, comment se passe tel process. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà les processus et les cartographies, c'est très utile puisque sur le même schéma, à la fin, vous avez les workflows de mécanique de données d'entrée, données de sortie, quels sont les acteurs, voilà les tâches où il y a du décisionnel, si oui, je passe par là, sinon je passe par là. Donc ça vous donne au final un schéma des flux. Et à partir de ça, eh ben, on va passer par l'étape 3 qui est la priorisation. Et donc, qui va permettre, quand vous allez identifier peut-être, je ne sais pas, une trentaine de points qui peuvent être intéressants à creuser, et ben, en fonction du coût que ça va avoir pour travailler sur une mise en place, mettre un outil par exemple, reformer le personnel, redispatcher les tâches, et ben, on va travailler sur la règle des 20-80 qui fait partie par exemple des principales leitmotiv du diagramme de Pareto. Et donc, on s'aperçoit que souvent, ces 80% des améliorations peuvent être traitées par 20% de petites actions qui vont vous débloquer le plus grand nombre. Donc, il faut identifier celles-là pour se concentrer sur celles qui ont le plus de valeur ajoutée. Et une fois qu'on a ça, on peut passer au plan 4 avec le plan d'action. Donc là, on déroule, hein, on fait un certain nombre de listes d'améliorations possibles et puis on les prend dans l'ordre en fonction de ce qu'on a priorisé. Et surtout, on essaye d'avoir des mesures d'efficacité pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, on voit si on est dans le bon. Bah, est-ce qu'on a bien libéré du temps sur le service RH? Est-ce qu'on a moins d'erreurs en compta? Est-ce qu'on a moins d'erreurs au niveau de la paye? Est-ce qu'on a moins de problématiques de machines qui arrivent après alors que la personne est déjà en poste dans les locaux et qu'on n'aurait pas commandé suffisamment tôt, par exemple, son ordinateur? Enfin voilà, toutes ces petites anomalies qu'on avait détectées sur l'étape 1, au fur et à mesure, on regarde s'il y a du mieux. Quand il n'y a pas du mieux, ben, ça arrive, hein, il faut faire des ajustements. Et par contre, ce qui fonctionne bien, au contraire, on va essayer de capitaliser, de consolider pour faire ces mêmes méthodes d'analyse sur d'autres étapes ou sur d'autres points clés. Voilà par la partie structuration. Alors effectivement, les bénéfices attendus d'un bon process d'onboarding, hein, je vous le disais en intro que cet exemple n'était pas anodin puisqu'on voit qu'il y a énormément de tâches. On voit que finalement, ça peut être très coûteux en temps et que comme c'est éparpillé entre 5 ou 6 services, ben, on ne le mesure pas forcément, on ne le voit pas forcément. Et finalement, on s'aperçoit que ben, le fait d'avoir un bon processus d'onboarding, on a des collaborateurs qui sont plus fidèles. Donc, vous verrez que cette stat de turnover ou de personnes qui pourraient partir alors qu'elles sont à peine arrivées, normalement, devrait diminuer. Avec des collaborateurs qui sont plus engagés, voilà, on voit qu'on fait attention à eux, on évite des erreurs, des problèmes, on est consciencieux sur leurs données, par exemple, on est consciencieux sur leur parcours d'intégration. Donc forcément, ça
ça fait des allers-retours qui sont très favorables. Au niveau du gain de temps, Maxime en a parlé, mais voilà, il y a pas photo, surtout sur des tâches qui pourraient être très répétitives d'un point de vue administratif. On voit des interconnexions plus fluides entre les acteurs et les tâches. Donc, souvent, on s'aperçoit quand on commence à optimiser les process que c'est entre les services qu'on a le plus de gains à faire. Un service qui est autonome, qui a l'habitude de faire sa tâche, il a des données pour lui, il les consomme pour lui. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'optimisation à faire. Par contre, à partir du moment où on a un service, par exemple le service RH, qui doit fournir des infos au service informatique pour la commande de machines, au service de véhicules pour la réservation du véhicule, ben, si on a plus de liens entre services, c'est là où on va boucher les trous et éviter les couacs. Donc, cette fluidité entre services, j'aime bien en parler parce que voilà, c'est primordial dans les gains. On a aussi des optimisations de coûts directs et indirects. Il faut imaginer que toute anomalie qu'on a coûte 10 fois plus cher que si finalement on l'avait travaillé en amont pour éviter qu'elle se produise. Donc, attention à aller toujours courir pour corriger des problèmes. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à un problème identifié, on évite qu'il se reproduise et finalement, ça sera moins coûteux en termes de finalisation pour la société que de toujours essayer d'aller réparer les failles et les fuites. Et le dernier, c'est une centralisation sur les tâches à forte valeur ajoutée. Je vous le disais, le but de toute cette mécanique, c'est d'aller à la chasse des problèmes de tâches à faible valeur ajoutée, qui sont souvent des tâches administratives, pour recentrer les personnes sur les tâches à forte valeur ajoutée. Voilà, donc ma présentation aujourd'hui était vraiment focalisée sur l'onboarding avec cet exemple de base qui peut, je vous le redis, paraître anodin. Et en fait, ne croyez pas que ce type d'action est anodine. Il faut vraiment aller creuser dans chaque process et dans chaque workflow pour trouver l'optimisation. Donc, j'espère que cet exemple vous aura parlé et que vous aurez envie de creuser. Je vais passer maintenant la main à Pierre, qui va aussi faire une présentation sur les process et organisations avec un focus sur la partie facturation et la réglementation. Merci Amélie. Je vais essayer de maintenir le rythme et le même intérêt de nos auditeurs. Donc, j'ai pris le contrôle, je pense. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, Pierre Dagrin, je suis expert comptable associé chez Exco, qui est un groupe d'audit et d'expertise comptable. Et depuis assez longtemps, j'ai travaillé sur la transformation digitale de notre métier. Tout d'abord, en participant à la création d'une société qui a créé un ERP en mode SaaS. Il y a 10 ans, c'était assez innovant, le mode SaaS. Et l'objectif, c'était de pouvoir réinternaliser la comptabilité dans les entreprises. Et cette réinternalisation de cette comptabilité dans les entreprises, elle est très importante parce qu'en fait, le fait de maîtriser sa comptabilité, ça permet de pouvoir avoir un tableau de bord à jour en permanence et de pouvoir piloter son entreprise. Mais pour pouvoir réinternaliser cette comptabilité, il faut bien sûr avoir des outils qui sont multicanaux. Ce que l'on a maintenant, ce qui est la généralisation du cloud et du SaaS, mais c'est aussi le fait de permettre aux entreprises de pouvoir mettre à jour ces outils. Alors bien sûr, le fait de pouvoir avoir un ERP, ça permet de pouvoir intégrer directement les ventes, donc ça c'est assez facile. L'entreprise dispose de son logiciel de facturation et donc les ventes sont faites au rythme des ventes de l'entreprise et donc enregistrées en comptabilité assez simplement. Ensuite, assez simple aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est trésorerie. À partir du moment où vous avez un outil qui est aux normes auxquelles on peut prétendre aujourd'hui pour un logiciel de comptabilité, c'est tout ce qui est intégration automatique des opérations bancaires, c'est-à-dire tout ce qui est scrapping de comptes bancaires ou avec EBIX, qui est une norme un peu plus ancienne, mais cela permet de pouvoir avoir un enrichissement quotidien de la comptabilité des opérations qui passent dans votre compte bancaire. Plus complexe, c'est les achats et les notes de frais. Là, le problème que vous avez, c'est que vos factures, elles arrivent de sources très différentes. C'est-à-dire, il y en a qui arrivent bien sûr par le courrier, d'autres qui arrivent dans vos boîtes
fréquent quand même maintenant. Et puis aussi, il y a toutes les plateformes des grands facturiers qui, eux, prétendent faire de la facture électronique alors que c'est simplement du PDF. J'en parlerai tout à l'heure de la facture électronique et qui vous demandent d'aller chercher les factures sur leur plateforme. Et là aussi, c'est un système de scrapping qui permet de le faire. Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir centraliser ces factures qui arrivent par des canaux différents pour qu'elles puissent rentrer le plus simplement possible pour les entreprises dans leur comptabilité. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident de faire rentrer une facture dans une comptabilité. Il faut avoir la disponibilité en termes de temps. Et cette disponibilité, elle doit être récurrente, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut savoir également saisir correctement cette facture. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait des études de comptabilité qui sont parfois longues pour pouvoir correctement enregistrer ces pièces comptables. Donc, il faut un peu de formation. Ou sinon, il faut un outil informatique comme les nôtres qui permettent de faire des masques de saisie simplifiés et qui, en fonction de la reconnaissance de la facture, tout simplement avec le numéro sirène du fournisseur, savoir quel compte de tiers, bien sûr, mais aussi quel compte de charge ou quel compte de TVA tient à être crédité ou débité par la pièce comptable que vous avez reçue. Donc aujourd'hui, si vous voulez pouvoir piloter votre entreprise au quotidien avec une comptabilité à jour, eh bien, il faut savoir maîtriser ces outils que nous avons développés à travers deux solutions. Là, je vous présente EasyThéo. En fait, on a développé un ERP qui s'appelle Théogest, dont la première vocation, c'était de servir d'outil, donc c'est un ERP en mode SaaS, d'outils collaboratifs entre les entreprises et leurs experts comptables. Donc, personnellement, et pour mes clients, je travaille avec Théogest. Théogest permet à mes collaborateurs de pouvoir travailler et enrichir les comptabilités de nos clients. Et à chaque fois, en fait, notre souci, c'est de travailler sur une bonne répartition des charges entre l'organisation de l'entreprise et les moyens qu'ils ont en termes de ressources. Donc, il y a des entreprises qui prennent à 100% toute la saisie de leur comptabilité, enfin saisie entre ce qui est intégration automatique et saisie de pièces qui entrent dans l'entreprise, ou dans d'autres cas complètement extrêmes, c'est nous qui faisons toute la saisie. Et puis, en fonction des situations, eh bien, on trouve des organisations hybrides en fonction de l'organisation et des moyens de personnel de l'entreprise. Donc, ça, c'est Théogest, outil collaboratif entre un expert comptable et une entreprise. Et puis, il y a EasyThéo, qui est la petite sœur de Théogest, qui est un ERP en mode SaaS qui permet à toute entreprise de pouvoir avoir son outil comptable indépendamment de l'outil de son expert comptable. Dans bien des cas, puisque je le vis dans d'autres situations, eh bien, en fait, une entreprise a pris EasyThéo et a donné les codes d'accès à son expert comptable pour que son expert comptable puisse réviser les comptes ou faire des déclarations fiscales en fonction de la comptabilité. Donc les deux sont possibles. Et avec EasyThéo, vous pouvez très bien être complètement autonome pour tout ce qui est gestion comptable et fiscale de votre entreprise. Cette indépendance, cette autonomie vous permet de pouvoir avoir un meilleur suivi de la performance de votre entreprise, gérer vos encours clients et fournisseurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir une comptabilité pour à jour 2 mois ou 3 mois après pour avoir vos encours. Là, vous les avez au quotidien, ce qui permet quand même d'optimiser votre trésorerie, c'est-à-dire relancer vos clients et payer vos fournisseurs à bon escient. Et cette optimisation de la trésorerie, c'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer sur la réappropriation de la comptabilité dans vos entreprises. Pour qu'elle soit à jour quotidiennement pour pouvoir correctement gérer votre comptabilité et bien sûr des outils multicanaux et collaboratifs. L'objectif pour que tout ça fonctionne, c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, la digitalisation des flux. Pour que la digitalisation des flux soit complète, il faut bien sûr disposer des outils dont je vous ai parlé de facturation en interne dans votre entreprise reliés à votre comptabilité. Donc, il faut que ce soit un système intégré, donc un mini ERP. Les banques, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les solutions existent et elles sont simples à mettre en œuvre entre le scrapping de compte bancaire ou les BICS.
Et puis, pour les achats, la problématique de correctement gérer les différentes sources de provenance de vos factures, qu'elles soient courrier, mail, sur les plateformes des grands facturiers ou même les notes de frais, puisque pour les TPE, c'est très important, puisqu'il y a beaucoup de notes de frais à gérer. Aujourd'hui, c'est une question de pouvoir correctement gérer ces différents flux. Demain, tout cela sera résolu par l'avènement de la facture électronique. Donc, c'est un autre sujet de ma présentation. Et c'est également un autre sujet de mon aventure entrepreneuriale, puisque la deuxième start-up à laquelle j'ai participé pour la création, c'est Ubifact. Ubifact est une plateforme d'échange de factures électroniques interentreprises, puisqu'en fait l'article 153 de la loi de finances pour 2020 prévoit l'obligation de passer pour toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024 à la facture électronique. Au début, c'était le 1er janvier 2023, mais une ordonnance de 2021 s'apercevant des difficultés, a repoussé cette obligation au 1er juillet 2024. 1er juillet 2024, obligation pour toutes les entreprises de recevoir des factures électroniques. Mais au 1er juillet 2024, obligation simplement pour les grandes entreprises d'émettre des factures électroniques. Au 1er juillet 2025, obligation pour les ETI d'émettre des factures électroniques. Et au 1er juillet 2025, pour toutes les entreprises. Donc, le compte à rebours a commencé et nous sommes là pour vous aider à pouvoir affronter cette révolution et à percevoir cette révolution comme une opportunité pour vos entreprises pour pouvoir mieux et améliorer leur trésorerie. Alors, ne partez pas, ne fuyez pas, mais c'est votre avenir demain. Demain, les factures s'échangeront comme ça. Comme ça veut dire, je vais essayer de simplifier quand même, entre fournisseurs et acheteurs, eh bien, il faudra envoyer une facture électronique. Alors, premièrement, un PDF envoyé par mail, ce n'est pas une facture électronique. Aujourd'hui, il y a 3 types de factures électroniques. Il y a la facture EDI, mais ça, on trouve ça, EDI, échange de données informatisées, on trouve ça que dans les grands comptes. Et ça perdurera, c'est-à-dire des fichiers qui sont envoyés de point à point entre des grandes entreprises. On trouve ça dans l'automobile, dans la grande distribution, dans l'aéronautique, etc. Ensuite, deuxième forme de facture électronique, c'est le PDF signé. Le PDF signé, c'est un peu compliqué parce que c'est un processus un peu long et ce n'est pas totalement satisfaisant parce que le PDF n'est pas suffisamment riche. Aujourd'hui, troisième facture électronique, troisième facture qui est acceptée par l'administration fiscale, c'est la facture papier, mais il faut avoir une piste d'audit fiable, c'est-à-dire une description de son processus et qui permet de pouvoir justifier la facture que l'on enregistre en comptabilité. Demain, il y aura 3 normes de facture en plus de l'EDI. Il y aura la facture X, qui est une facture hybride, qui est un fichier PDF couplé avec un fichier XML. Donc, on a la vue et la qualité d'information. Et puis, 2 autres normes, C2I et UBL. Nous sommes compatibles Facture X, c'est-à-dire que notre outil TOGest EasyTO émet des Facture X, donc Facture X que vous connaissez pour ceux qui travaillent avec les collectivités territoriales, puisque Chorus Pro n'admet que les Facture X. Donc en fait, vous avez la grosse brique au milieu là, qui s'appelle le portail public de facturation, qui sera une extension de Chorus Pro à toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Cette plateforme, en fait, servira de recueillir les factures pour envoyer les informations et le règlement de la TVA à l'administration. Donc, bien sûr, la TVA est le principal enjeu de cette réforme. Mais aussi, c'est une opportunité pour les entreprises pour pouvoir avoir moins de coûts de facturation, moins de coûts de comptabilité, accélérer le recouvrement des factures. Et cela dépendra de la plateforme que vous utiliserez pour pouvoir avoir le meilleur service et la meilleure ergonomie. Et ces plateformes, ce sont les plateformes qui sont en bleu, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires qui seront agréées par l'administration fiscale. Ces plateformes-là vous offriront tous les services puisqu'elles seront agréées et en plus pourront vous permettre d'être sûr que la facture que vous envoyez, elle est légale et qu'elle arrive sous la bonne forme auprès de votre client.
Et ensuite, il y aura, donc c'est les petits ronds blancs, des plateformes de dématérialisation qui ne seront pas agréées fiscalement, mais qui pourront offrir des services également aux entreprises. Pour cette transformation numérique et l'avènement de la facture électronique, notre cabinet est agréé par BPI pour pouvoir vous accompagner dans le cadre, donc ce que vous présentez, Élise Brunet, concernant l'accompagnement des entreprises et le coaching à la transformation numérique. Simplement, nous, on a la spécificité d'avoir une mission qui va jusqu'au 1er juillet 2024, vous l'avez bien compris, puisque l'objectif de l'État, dans le cadre de la transformation numérique, c'est d'accompagner les TPE-PME dans l'intégration dans leur système de toute la dématérialisation des factures à l'émission et à la réception. Donc les règles sont les mêmes, c'est donc avoir 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros. Et notre mission, c'est de vous accompagner, de vous sensibiliser, donc à travers un diagnostic, une formation, l'expérimentation gratuite d'outils, des recommandations et bien sûr, dans le cadre de la transformation numérique, ces actions sont gratuites pour vous puisque nous sommes aidés par BPI pour pouvoir vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense que c'est un énorme enjeu pour toutes les entreprises parce que il faut voir cette obligation non pas comme un cadre légal qui va vous enfreindre dans des obligations que vous ne saurez pas mener, mais surtout une opportunité pour pouvoir accélérer vos ventes et améliorer la gestion de votre trésorerie. Merci pour votre écoute. Et nous sommes là pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci à toi, Pierre. Alors, nous avons des questions. Excusez-moi, j'avais juste un petit écho, c'est bon. Première question, donc pour Amélie. J'ai donc une question qui est quelle plateforme de publication d'offres privilégiée, si tu en as à nous recommander? Redis-moi, pardon. Quelle plateforme de publication d'offres privilégiée? Ah, alors en fait, quand je parlais de plateformes pour les offres, c'est des plateformes qui sont déjà connues sur les réseaux sociaux. Alors c'est moi qui manipule là, du coup, si je peux garder la main par exemple sur le... Oui. En fait, c'est que je suis en train de revenir en arrière sur le PowerPoint. Voilà, quand je parlais dans mon introduction sur tous les outils qui existent, effectivement, il y a des plateformes de publication d'offres. Et en fait, c'est des plateformes qui sont déjà connues, style, je parlais de l'APEC ou Cadre Emploi. Ou, en fait, quand vous allez sur Indeed ou ce genre de choses, ils ont déjà des plateformes où, quand vous déposez un CV, vous saisissez votre nom, prénom et vous postez votre CV. Et en fait, ces plateformes peuvent être connectées à votre outil pour faire que si jamais vous avez cette connexion qui existe, quand le candidat en temps réel fait envoyer ma candidature, et ben ça tombe directement dans vos outils à vous. Voilà, donc c'est des passerelles pour que les plateformes des personnes connues qui font déjà des poses d'offres et de recrutement viennent alimenter directement vos propres outils. Ok, super, merci beaucoup. J'ai également une question de Philippe qui demande comment procéder pour analyser l'existant. Donc, c'était par rapport à tes slides sur la structuration et l'amélioration. Et ça rejoint une question que j'avais également, si les entreprises pouvaient le faire elles-mêmes ou s'il valait mieux se faire accompagner. Alors, ce que je disais effectivement un peu schématique dans cette slide, c'est qu'en général, on hésite un peu et on ne sait pas par où commencer. Donc, la bonne nouvelle avec le système de la mêlée et la mise à dispo d'experts, c'est que moi, je vous conseille de faire intervenir quelqu'un qui a justement cette expertise de plusieurs types de structures pour venir vous lancer et vous aider à au moins faire jusqu'à l'étape 4, qui est le découpage du plan d'action. Donc, cette personne-là peut venir vous aider à décortiquer, dessiner votre cartographie, animer des ateliers pour faire des échanges entre les collaborateurs. Je crois que j'ai vu en même temps, je vais répondre à une question sur comment intégrer les collaborateurs à cette démarche. Et effectivement, c'est super parce que plus on va le prendre dès le départ, dans le fait de faire participer ses collaborateurs et ses salariés à la démarche, et meilleur sera le résultat en termes d'accompagnement au changement ou de conduite au changement qui peut être parfois complexe quand on a des habitudes de longue date. Donc le fait de mixer comme ça la présence de quelqu'un d'extérieur avec une vision un peu nouvelle, avec des idées, et de faire cohabiter avec les idées qu'auraient vos collaborateurs, et ben c'est ça qui va faire potentiellement la réussite de votre projet. Et ne pas oublier que les collaborateurs qui sont là,
quand je parle d'interview ou de séance de vie ma vie, le fait de leur dire, par exemple, citer 5 astuces qui vous feraient gagner en efficacité ou des choses où vous en avez ras-le-bol et que vous voudriez changer, et ben, du coup, les personnes vont naturellement sortir peut-être 5-6 problématiques. J'en ai marre de traiter les mails ou j'ai trop de mails ou j'ai toujours des erreurs quand la machine que les personnes arrivent et les ordinateurs sont jamais là à temps. En fait, ils vont eux de même sortir ça, qui sont des pistes très intéressantes pour partir sur une checklist déjà utile. Et le fait que ce soit eux qui aient posé les problèmes, vous avez une adhésion avec vos équipes qui est encore plus haut de gamme, parce que voilà, c'est eux qui ont participé à lever les idées. Et dans l'autre sens, quand vous faites des vies ma vie, en fait, eux-mêmes vont s'apercevoir peut-être que dans le service à côté, ils ne savaient pas que leur collègue, elle avait déjà mis en place un tableau Kanban au début de l'entrée de la salle et elle trouve ça super. Et donc, du coup, c'est entre eux où ils vont mettre en avant des bonnes pratiques ou des bonnes astuces qui se passent déjà dans votre société et qui ont le mérite de vouloir être calquées dans les autres services. Donc, plus on va faire un mix comme ça avec les personnes qui travaillent déjà, qui ont des idées et le fait, voilà, peut-être d'avoir quelqu'un d'externe qui va vous aider à structurer, à faire les bons choix, à faire peut-être des tableaux d'analyse de risque, à faire des tableaux de plan d'action un peu plus structurés. Je pense que c'est le mix entre ces deux choses qui font que vous allez optimiser la mise en place. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter quelque chose sur comment associer les collaborateurs à la démarche de digitalisation. C'est que bah, ça permet d'uniformiser les procédures. Et donc derrière, bah, par exemple, au sein d'un même service, vous pouvez vous trouver dans certaines entreprises avec 3-4 personnes qui ont les mêmes activités, mais qui ne les font pas de la même manière. Donc le jour où il y en a un qui a un problème, il peut se tourner vers absolument personne parce qu'il a sa méthode de travail qui n'est pas la même que les autres. En uniformisant en digitalisant et donc en uniformisant les process, s'il a un problème, il peut se tourner vers les 3 autres. Ça peut aussi permettre de gagner du temps sur la communication entre services, parce qu'avec les bons outils, quand vous avez terminé une tâche, l'outil va prévenir en fait les personnes, qui doivent prendre la suite, que vous avez terminé et qui peuvent y aller. Ça évite, la perte de temps parce que quelqu'un vous a pas prévenu et ça évite aussi parfois la mauvaise foi de quelqu'un qui vous dit: «Si, si, je t'ai prévenu», alors que non, il vous a pas prévenu. Là, vous avez un outil qui gère tout ça. Donc, à associer les collaborateurs, il faut leur faire remarquer que ça apporte une certaine sûreté dans les procédures et ça permet souvent aussi de gagner un certain temps et ça permet d'avoir du support de la part des autres collaborateurs en cas de problème. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. La question est: les outils pour la gestion de la facture électronique sont-ils obligatoirement payants? Et si oui, quel est le budget à prévoir pour la mise en place? Alors, en fait, la plateforme, publique de facturation, hein, la grosse plateforme que je vous avais montrée, elle sera gratuite, bien sûr. Ensuite, vous pouvez très bien, utiliser, un logiciel de facturation, gratuit, ça existe, ou même, faire vos factures sous Word et les transformer en PDF et après, aller les saisir sur la plateforme publique de facturation. Donc en fait, tout peut être gratuit, c'est sûr. Mais, quand c'est gratuit, alors si vous faites, 1 ou 2 factures de vente, par mois, c'est très bien, hein, c'est parfait. Après, quand vous avez plus de flux, eh ben, vous voulez que vos factures aillent directement, dans votre comptabilité. Donc pour ça, bah, vous prenez le logiciel de facturation de votre outil comptable, donc tout de suite, c'est payant. Si vous voulez que votre plateforme de facturation vous rende des services, c'est-à-dire que les factures que vous recevez de vos, fournisseurs aillent directement dans votre comptabilité sans avoir à les saisir, eh bien sûr, là, c'est payant parce que la plateforme publique de facturation ne le fera pas. Si vous voulez que votre plateforme, de facturation vous permette de régler vos fournisseurs, eh bien sûr, les services de paiement seront payants. Si vous voulez que votre plateforme, de dématérialisation vous permette, de pouvoir faire de la facturage ou du reverse factoring, c'est-à-dire de la cession de créances de dettes fournisseurs. Si vous voulez que votre plateforme, vous permette de pouvoir analyser, les modes de règlement de vos clients pour pouvoir les relancer à bon escient et optimiser votre trésorerie, ben voilà, il y a plein de services qui pourront être rendus, mais tous ces services seront payants. Donc si vous voulez un service de base, enfin l'absence de service, c'est gratuit.
Mais si vous voulez rajouter des services plus performants, eh bien, bien sûr, c'est payant. Alors comme tout ça sera du SaaS, ce sont des abonnements et avec des prix donc, qui seront au volume, au flux, donc assez optimal en termes de coût et d'utilisation. Ok, merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette intervention, vos interventions. Si jamais vous avez d'autres questions à poser aux intervenants qui vous viennent plus tard, vous pouvez nous les communiquer à l'adresse transfonum@lamele.com. On vous mettra en relation avec les intervenants. Si vous souhaitez également bénéficier d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur le site internet de la Mêlée. Hop, pardon. Écoutez, merci à tous. Le replay sera bientôt disponible. On vous le communiquera dès que c'est bon. Et puis, on se retrouve dès demain matin pour un webinaire sur la relation client et notamment comment prospecter et puis ensuite comment pérenniser la relation client. Très bon après-midi à tous. Merci. Merci Élise, merci Amélie, merci Au Maxime. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.